bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans la pénombre, ce qui est assez exceptionnel pour une rencontre, parce que cette rencontre s'est transformée en rencontre lecture musicale. En discutant avec Anne Gorouben, en découvrant ce magnifique livre donc, édité par les Cahiers dessinés, on a eu envie, non seulement, bien sûr, en premier lieu, d'écouter Anne Gorouben, mais aussi de partager avec vous ses dessins et ses textes. Et donc, nous avons l'immense plaisir et l'immense honneur d'avoir avec nous sur scène la comédienne Muriel Picard et le contrebassiste Ricardo Delfra. Merci infiniment à eux deux de nous. Ah, les lunettes. Ah bah oui, avec le noir. Ah. Joseph va les retrouver. Joseph. Donc voilà, sans lunettes. Mais il y a le temps de mon speech pour les retrouver, ça va. Je peux faire durer un petit peu. Mais donc voilà, donc je les remercie, même si Muriel ne m'écoute pas parce qu'elle cherche ses lunettes, de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir. Bien sûr, je remercie Anne Gorouben pour sa confiance et pour avoir organisé avec nous cet événement. Et un grand merci également à Léa Weinstein, que vous connaissez sûrement ici, qui est spécialiste de Kafka, qui a publié un roman récemment qui s'intitule « J'irai chercher Kafka » aux éditions Flammarion. Aussi un autre ouvrage chez Flammarion, mais cette fois-ci, il suffit d'écouter les femmes sur l'avortement, ce qui n'a pas vraiment de rapport avec notre soirée, mais je vous le dis, et qui est aussi productrice de podcasts. Donc, au menu ce soir, est-ce que Muriel a retrouvé ses lunettes? Oui, bravo. Donc, nous allons alterner entre des moments de conversation et des moments de lecture musicale. Et ensuite, on vous invite à retrouver Anne Gorouben à la librairie pour la signature de son ouvrage. Et avant de terminer, je voudrais remercier tout particulièrement Claire de Soras, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. C'est Claire de Soras qui nous a envoyé cet ouvrage et avec qui on a commencé donc les premières conversations et à imaginer ce moment. Donc, merci beaucoup à Claire. Et encore dernière chose, même si Muriel a retrouvé ses lunettes, on a été très émus en ouvrant donc ce livre, Une jeunesse au secret, d'apprendre ou de découvrir que ce livre est né suite à une visite de l'exposition du peintre Marian qui a eu lieu donc dans ces murs en 2013. Et c'est en découvrant les carnets de Marian que Anne s'est lancée ou s'est autorisée, en tout cas où ça a déclenché, plutôt pour reprendre votre mot tout à l'heure dans l'éloge, qui a déclenché donc ces créations de dessins et d'écriture. Donc merci aussi à Marian. Voilà, s'il nous entend. Merci à tous. Bonne soirée. Un soir, j'arrive près d'un quart d'heure après le début de la répétition. Pour gagner ma place, je dois descendre le grand escalier qui fait face à notre chef de chœur, Justus von Webski, lequel ne tolère pas une minute de retard.
Au lieu de me lancer une de ces répliques cinglantes auxquelles nous sommes habitués, il suspend la répétition, joue d'une main quelques notes de Mozart et dit « Et voilà notre reine de la nuit ». Mon premier grand souvenir est nimbé de lumière. Je suis assise dans ma poussette. Je regarde le biscuit salé que vient de me donner ma mère. Je le tiens dans ma main. Il est jaune vif comme le soleil. Je ne vois pas au-delà de ma main. L'éclat de la lumière est trop fort. Tout est lumière, chaleur. J'ai 3 ans. Nous passons le mois d'août à Perros-Guirec, mes parents, ma sœur aînée et moi. Un mot accompagne ce souvenir, Radôme. Mon souvenir est comme ce monument, cette gigantesque architecture de la cité des télécoms que nous avions visitée, à Pleumeur-Baudou. Rond, éclatant de promesses et d'avenir. J'ai 7 ans. Nous avons quitté le petit immeuble populaire de 4 étages du 100 boulevard du Montparnasse. Dans l'imposant ensemble d'immeubles haussmanniens du square du Croisic, nous avons de nouveaux voisins. Des bourgeois, des aristocrates, des militaires. Nous sommes juifs, pauvres, communistes. Nous sommes passés chez l'ennemi. Auparavant, mon père travaillait à l'hôpital et consultait en privé dans un petit cabinet médical sur le boulevard du Montparnasse. Au square du Croisic, il a fait une apparition fracassante. Désormais, il consulte dans l'appartement, il peut tout contrôler. Le paillasson des voisins. Chaque semaine, la gardienne déposait sur le paillasson de notre voisin du dessous la revue d'extrême droite antisémite Rivarol, à laquelle il était abonné. La belle voisine. La beauté et la grâce de l'une de nos voisines me fascinaient. Lorsque nous la croisions, ma mère devait m'arracher à mon ravissement. Une nuit, elle s'est jetée par la fenêtre. Les pompiers sont venus ramasser son corps sur le boulevard, juste sous nos fenêtres. Protégés par le double vitrage et notre sommeil d'enfant, ma sœur, mon frère et moi n'avions rien entendu. Ma mère m'a dit qu'elle était malade. Le voisin s'est remarié et nous avons eu une nouvelle voisine. Je trouvais ma mère si belle que longtemps elle n'a pas cessé à mes yeux d'avoir 32 ans. Un jour, elle m'a dit qu'à 12 ans, je m'étais retournée comme une crêpe. D'un coup, je me suis mise à la détester et elle à vieillir. Nos premiers conflits remontaient pourtant à loin, au temps où je faisais souvent pipi au lit. J'avais très peur d'affronter la nuit pour aller aux toilettes. Je rêvais que j'étais sur le siège et je me réveillais au matin, mouillée, glacée, désolée. Je vois encore ma mère changer mes draps en me menaçant de me faire dormir dedans la prochaine fois ou de me charger de les laver moi-même. Je rentrais souvent de l'école avec une culotte de rechange informe et décolorée par les lavages, prêtée par la femme de service qui glissait la mienne, enveloppée dans du papier journal, dans mon cartable.
J'avais une mauvaise vue, je portais des lunettes. J'avais un cheveu sur la langue, j'allais chez une orthophoniste une fois par semaine. À 6 ans, j'étais déjà au régime. À l'étude, je sortais ma pomme et mes 2 carottes soigneusement épluchées pour mon goûter, que j'échangeais souvent contre l'énorme pain bagna au fromage de mon amie Chloé, qui n'était pas gourmande. À la maison, le regard réprobateur de mes parents et leur surveillance de mon corps avaient formé un cercle vicieux. Je chapardais dans le placard ou le réfrigérateur en dehors des repas. Mes parents avaient vite fait de m'envoyer consulter. Le jour où ma mère m'a conduite pour la première fois chez une psychologue, nous avons remonté la rue Saint-Jacques en rêvant. Tout au bout, derrière l'horizon, il y a la mer. Plus tard, elle m'en a fait le reproche. J'ai dû t'emmener à 5 ans chez une psychologue et à cause de toi, j'ai dû commencer une psychanalyse. Un bout de chair superflue dans le bas de mon corps était la cause de gestes inconvenants qui me valaient depuis longtemps le regard horrifié des adultes. On décida de me l'enlever. Mon père tint à m'ausculter lui-même avant l'opération. Allongé à moitié nu sur le divan de son bureau, terriblement gêné, je ne pouvais m'empêcher de remuer. « Arrête de gigoter !» lança mon père, très énervé. Et à ma mère, « Tiens-lui les bras, Annette, je n'y vois rien !» Un été en Bretagne, je suis partie vers l'horizon. Les jours de grande marée, nous prenions les seaux, du gros sel et nos épuisettes et nous partions en famille à la pêche aux crevettes et aux couteaux. Je me suis disputée ce jour-là, je ne sais plus avec qui ni à quel sujet. De chagrin et de colère, je suis partie à grandes enjambées vers l'horizon. L'eau monte très vite sur la plage pendant les grandes marées. J'étais déjà loin lorsque ma mère m'a aperçue. Elle a crié et ses grands gestes m'ont décidé à revenir. À temps. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et c'est un peu dur de prendre la parole tout de suite après, mais on va trouver, comme Muriel a trouvé ses lunettes, on va trouver notre rythme. Alors, je vais peut-être dire quelques mots d'introduction. Je pense que le public qui est dans la salle avec nous vous connaît, Anne, mais vous êtes donc une artiste et aussi, je pense qu'on s'en rend compte, une écrivaine. Mais en tout cas, vous êtes une artiste et vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et après, je crois, un tout petit peu de pratique de la peinture. Vous avez cheminé vers la pratique du dessin que vous avez élu. Et avec une œuvre qui s'est articulée autour de différents lieux, de différentes villes, et puis de différentes figures. Donc pour citer mes deux préférées, Marilyn Monroe
et Franz Kafka, par exemple, mais c'est pas une liste exhaustive, et une œuvre qui chemine depuis le livre 100 Boulevard du Montparnasse, et avec le livre que nous présentons ce soir, plutôt du côté d'une nouvelle forme d'autobiographie qui nous met en contact, je dirais, avec une certaine expérience du clair-obscur. Moi, c'est comme ça que je l'ai traversé, et de la mémoire, évidemment, de la mémoire et du souvenir, qui sont peut-être deux choses différentes. On en reparlera. Alors, ce qui nous a réunis, pour tout vous dire, avec Anne, il y a quelques années déjà, c'est donc Franz Kafka, parce que j'ai découvert ce livre magnifique à partir du journal de Kafka que vous avez fait. Et j'ai rêvé, lorsqu'on a publié ma thèse, qui était un livre universitaire, et les livres universitaires sont quand même pas les plus beaux livres que l'édition française fabrique, je pense qu'on peut le dire. Et donc j'ai rêvé de pouvoir avoir sur la couverture une œuvre de Anne, et elle a accepté. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Et j'ai été émue de retrouver dans ce livre-là, de manière plus inattendue, mais de retrouver quand même une présence de Franz Kafka explicite dans différents chapitres, puisque vous le citez plusieurs fois, et puis parfois plus implicite comme ça. J'ai eu l'impression qu'il était comme une petite veilleuse, pour revenir à cette histoire de clair-obscur, qu'il était pour vous comme une petite lumière dans l'obscurité. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce lien à Franz Kafka pour commencer, et est-ce que il a à voir avec la solitude, parce que c'est ce que vous écrivez. Vous citez le titre du livre de Marthe Robert qui est Seul comme Franz Kafka. Alors est-ce qu'on peut dire seul comme Anne Gorouben? On parle juste, ça va marcher. C'est tout? Oui. On m'entend là? Voilà, oui. Ah bon? Oui, bonjour et merci d'être là. Merci Léa. Est-ce que... oui, bien sûr. J'ai lu en fait le journal de Kafka à peu près au moment où j'étais dans la chambre de Mone, qu'on va voir plus loin apparaître dans le livre. Et je me suis plongée dans le journal, donc avec cette surprise totale de voir que c'était un grand livre de travail littéraire. Et que moi, on me disait, bon, t'as pas d'autres lectures plus chouettes, enfin plus légères, plus comment ça, tu te plonges dans ce journal, il y a la métamorphose, enfin c'est lourd hein, quand même le journal. Cet homme souffre. Et donc non, en fait, le journal m'apportait beaucoup de lumière, et notamment la grande lumière, c'était que de sa souffrance et de sa solitude, de ses désirs contradictoires, rester seul, se marier, pas se marier, rester avec la famille, ne pas supporter le bruit. Toutes ces contradictions, en fait, c'est un travail permanent littéraire qu'il donne dans son journal, et avec toujours cette insatisfaction, ce retour sur des fragments qu'il a commencé, qu'il a travaillé, il revient dessus, il n'est pas satisfait, il dit mais ça c'est pas de la littérature, ça c'est pas un désir littéraire, ça c'est donc de voir cette fermentation et enfin aussi la beauté incroyable de ces textes. Ça a aidé puissamment, ça m'a aidé puissamment à continuer, en fait, en me disant que bon, bah, c'était peut-être très douloureux la solitude, c'était très douloureux la souffrance morale, psychique, mais ça se travaillait, quoi. On pouvait faire quelque chose avec ça. Donc, en effet, Kafka a été très important, et par ce journal. Et on me l'a dit une fois, un ami, quelqu'un que j'avais rencontré, j'étais aux Arts Déco, m'a dit mais en fait, Anne, vous êtes seule comme Franz Kafka.
Et bon, je ne savais pas qu'il faisait référence au livre de Marthe Robert qui venait d'être édité. Donc c'était en 78 probablement. Et voilà la relation que j'ai nouée avec Kafka et qui a été ensuite renouvelée par deux demandes successives. Une fois pour accompagner Robert Bobert et Pierre Dumayet sur 52 minutes sur les correspondances d'écrivains. Donc il y avait la correspondance Kafka avec Felice, puis avec Milena. Et puis aussi pour faire des expositions autour de Kafka. Et donc c'est cette exposition première qui a été suivie de différentes autres. C'était en 2001. C'est le critique d'art Gérard-Georges Lemaire qui m'avait dit eh bien, écoutez, Anne, vous serez préposée aux rêves. Alors, comme il m'a dit ça, donc en préposée aux rêves, je me suis dit mais je vais les chercher dans le journal. Et j'ai commencé à travailler à partir du journal en ouvrant, en cherchant des fragments. Et après ces expositions, j'ai continué jusqu'à arriver à effectivement 72 ou 73 dessins pour ce livre qui a été édité finalement en 2015. Et est-ce que la forme du journal et du fragment, justement, elle n'est pas présente dans ce travail-là aussi? La forme de fragment? Oui. Ah oui, et du journal, c'est aussi une sorte de journal. Enfin, vous inventez une forme autobiographique qui revient un peu à ça. Oui, en fait, c'est le journal que je n'ai pas pu écrire à l'adolescence. En fait, vous verrez qu'il en est question d'un journal que j'aurais dû, enfin, c'est un peu complexe, que j'ai essayé quand même d'écrire et que c'était absolument impossible. Et revenant donc beaucoup plus tard sur cette enfance et cette adolescence, de façon fragmentaire et en accumulant les dessins, j'ai effectivement reconstruit une sorte de, non pas jour à jour, mais de continuité, plus ou moins, parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas complètement dans la continuité, mais quand même une continuité en forme de journal fragmentaire tardif. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça vient? Parce qu'il y a à la fois un surgissement du souvenir, j'imagine, et un surgissement de la forme du dessin, et puis du texte. Donc ça fait 3 surgissements qui sont un peu instantanés comme ça. Et d'ailleurs, la lecture avec les projections rendent bien ces différentes apparitions, on peut dire. Qu'est-ce qui vient en premier? S'il y a un principe unique, je ne sais pas, peut-être que ça dépend, mais qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est le trait? Est-ce que c'est le texte? Est-ce que le souvenir se précise au fur et à mesure de ça? Alors c'est une chose un peu particulière. Comme le disait Sophie, moi, je suis venue, enfin j'avais déjà édité un premier livre, mais qui était beaucoup plus consacré à l'histoire de mon père et de ma famille pendant la guerre. Et des souvenirs que j'avais beaucoup demandé à mon père, et ce récit que je n'avais jamais obtenu. Et tout d'un coup, à 70 ans, 73 ans, il nous a écrit au cercle intime 90 pages serrées de souvenirs et d'explications de sa vie jusqu'à 25-28 ans, enfin jusqu'à ma naissance, je crois. Et donc là, j'avais eu un désir très fort en lisant ce texte et immédiatement en concevant des images intérieures, d'accompagner mon père dans ce récit. C'est pas du tout ce qui s'est passé puisqu'il a refusé donc la publication de quoi que ce soit de lui. Et donc ça a été une autre histoire. J'ai réintroduit des dessins concernant ma génération, ma sœur et moi. Et ce premier livre était achevé, publié. Je n'avais pas du tout de nécessité. J'étais repartie. Justement, je travaillais toujours sur les dessins autour de l'œuvre de Kafka. Et je suis allée voir l'exposition de Marian. Alors, bon, Marian, c'est un immense artiste. Je connaissais des œuvres, des peintures, je connaissais des dessins. J'avais vraiment déjà une connaissance, mais
pas de ce qui allait arriver à la fin de l'exposition, c'est-à-dire les carnets de Marion. Ça a été une découverte et un grand choc parce que, donc en fait, si les gens ne connaissent pas, Marion, qui était un peintre d'origine juive polonaise, avait donc été élevé dans une petite ville, Stettel, et ensuite c'est devenu donc le ghetto. Ensuite, il est passé par plusieurs camps. Il a été 2 fois assassiné, 2 fois il s'en est sorti. Donc un parcours de toute jeunesse. Hein. Et quand il est arrivé ensuite, après un détour par Israël, où il a commencé un peu à apprendre l'art, il est venu finir des études à Paris, aux Beaux-Arts de Paris. Ensuite, dans les années 50-60, être un peintre figuratif, ça n'était quasiment pas possible. J'avais Giacometti et puis Gruber et quelques autres, mais c'était très complexe. Il y avait Boris Statsky, il y avait d'autres gens. Boris aussi fait partie des gens importants que je dessine dans ce livre. Et donc, il part aux États-Unis. Et aux États-Unis, il vit sa vie d'artiste. Et à un moment donné, il tombe très malade, une très grave dépression. Et là, son psychanalyste lui dit, devant son silence, il lui dit « Mais ce que vous ne pouvez pas dire, dessinez-le ». Et donc, il y a 9 carnets qui mêlent la vie, le shtetl, l'enfance, la violence parentale, et puis le nazisme, le ghetto, la déportation, le cauchemar, l'appel à l'aide, enfin toutes ces choses qui sont à la fois tragiques, complètement expressionnistes et viscérales. En fait, c'est vraiment une œuvre extraordinaire. Et j'ai vu ça et curieusement, alors que j'ai pas du tout évidemment ni le vécu, ni l'histoire, ni la dimension de Marion, ni quoi que ce soit, j'ai eu simplement le sentiment que je n'avais rien dit, que quelque chose demandait à apparaître et que Marion en fait appartenait à une forme de non-dit ou de cri intérieur ou derrière moi ou de la génération supérieure. Et qu'il fallait que quelque chose de cette transmission, sans mots, en silence, puisse en tout cas avoir lieu dans mon travail. Et donc j'ai commencé à dessiner. Et j'ai commencé à dessiner peut-être 1 dessin, 3 dessins, 5 dessins en même temps, 6 dessins, 10 dessins. Ça a été sur plusieurs années. Entre-temps, j'ai édité le Kafka, j'ai fait d'autres choses. Je suis allée à la jungle de Calais, je suis allée dans différents endroits. Et à un moment donné, grâce à une résidence à la Villa Yourcenar dans le nord de la France, j'ai pu... il a fallu que je fasse la chose difficile. Il a fallu que je m'attaque au texte. Et le texte, en fait, quand on dessine, en tout cas quand moi je dessine, il y a toujours une forme de marmonnement. En fait, il y a toujours des mots, il y a toujours des titres. Au moins dans mes dessins, des fois il y a une série, mais la série a un titre, mais les mots sont toujours là, mais il fallait ensuite les agencer et disaient pas forcément la même chose que le dessin. C'était encore une autre expression, ce qu'il y avait par écrit et par le dessin. Donc il fallait effectivement unir les deux et ça a pris vraiment du temps. Et il y a un équilibre qui se crée parce que certains textes sont très courts et donc on a l'impression presque d'une légende. Ça pourrait être le début d'une légende de l'image. Et puis certains textes, on l'a déjà entendu et on va continuer à l'entendre, prennent une vie comme ça. Effectivement presque autonome. Mais donc, est-ce qu'il y avait dans votre travail une nécessité de mettre du langage ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez envisagé qu'il n'y ait pas de texte ou est-ce que c'était un projet qui était tissé comme ça dans votre esprit tout de suite ? Maintenant que vous me parlez de cette façon-là, je me dis que à des moments, je me souviens qu'à des moments où c'était particulièrement difficile, il y a des gens qui connaissaient ce travail en cours qui me disaient « mais
pourquoi tu mets des textes? Finalement, c'est bien comme ça, il n'y a pas besoin de textes. Et moi, c'était horrible pour moi, en fait. L'idée qu'il n'y ait pas... ces dessins ne pouvaient pas être séparés de ce qu'ils avaient à l'intérieur, ce qui était caché à l'intérieur. Il fallait que quelque chose arrive, pas seulement pour moi. Il y avait aussi ce qu'il fallait que je dise en étant le plus rigoureuse possible de la vie de mes proches, telle qu'elle m'était apparue, telle que moi, je l'avais perçue. Ce n'est pas la vérité, il n'y a pas une vérité, chacun a sa vérité, chacun a sa place. Mais il fallait, moi aussi, que je redonne des mots, que ce soit mes grands-parents, mes parents, les gens que je fais intervenir dans cette histoire. Il n'y avait pas que moi, il fallait aussi que leur histoire existe. Donc en fait, ce n'était pas possible, ce n'était pas un livre d'images. Est-ce qu'on peut parler peut-être du secret de ce titre et de la manière dont, pour le coup, le trait, le crayon, exprime quelque chose de cette atmosphère du secret? J'ai l'impression que c'est de l'ordre de l'atmosphère, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, en fait, ça a toujours été dans mon travail. Il y avait qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut révéler, qu'est-ce qu'on doit cacher, qu'est-ce qui est caché, comment je fais avec ça, avec l'autorisation, comment je m'autorise, donc le cacher, révéler, ça a toujours été un questionnement qui n'était pas d'ailleurs forcément du coup en mots, mais qui se voyait et qui se révélait donc à moi au cours du travail. Le secret, en fait, ce que j'ai pu dire à un moment donné, c'est pas un secret de famille, en fait. On savait, ce que je dis a toujours été su, mais être au secret, c'est être enfermé. Et donc le sens, pour moi, du titre qui m'est venu tout de suite, qui s'appelait « Une famille au secret » au départ, et c'est devenu « Une jeunesse au secret », mais il y a toujours eu cette idée du secret, qui est en fait l'enfermement dans une famille, dans la loyauté qu'on exige de vous et qu'on se doit d'avoir soi-même envers cette famille. Et oui, il s'agit bien quand même d'une emprise familiale. Donc, le sens, c'est vraiment être au secret. Le portrait. Mes grands-parents maternels avaient invité des amis pour Rosh Hashanah, le nouvel an juif, dont la date varie selon les années. C'était surtout l'anniversaire de mon grand-père maternel, né en Pologne 10 jours après Rosh Hashanah, entre 1905 et 1910. On ne savait pas exactement, alors on le lui fêtait ce jour-là avec un gâteau d'anniversaire. C'était la seule fête juive que nous célébrions. J'avais dessiné son portrait au fusain. Il en était si fier qu'il le montrait à tous les invités et j'aurais été parfaitement heureuse ce jour-là si je n'avais pas senti quelque chose de pesant dans mon dos. Le regard noir de mon père qui surveillait mes grappillages dans les coupelles de fruits secs. La mort. J'ai découvert que j'allais mourir. Mon calcul était simple. Une vie humaine dure 90 ans. Il ne m'en restait plus que 80.
J'en avais le vertige. Impossible le soir de trouver le sommeil. Terrifiée, j'allais gratter à la porte de la chambre de mes parents. Ma mère me prenait dans ses bras pour me consoler. Elle m'a reproché plus tard ces moments de tendresse, je l'empêchais de dormir. Elle interprétait tous mes chagrins comme des offenses personnelles. Certains soirs, je sortais de la bibliothèque les recueils des chefs-d'œuvre du Louvre et d'autres grands musées et je contemplais pendant des heures les belles reproductions en couleurs collées sur les planches cartonnées. À 10 ans, je restais pétrifiée devant le martyre de Saint-Philippe peint par José de Ribera. La splendeur de ce grand corps d'homme fut une révélation. Et puisque c'était de la peinture, je pouvais assouvir mon bonheur de contempler une scène aussi violente. À Pâques, avec mes cousins, nous cherchions les œufs déposés à l'aube dans le jardin. Nous faisions du vélo près du canal, nous pêchions les têtards dans la mare. Je me sentais bien avec eux, à ma place, à bonne distance, sans émotion excessive. À l'adolescence, j'ai failli me fâcher avec mon oncle quand j'ai demandé à l'un des camarades de mes cousins si son nom était un nom juif. « Mais non, quelle idée !» a répondu le garçon comme si j'avais dit une énormité. Il portait un nom grec, j'aurais dû le deviner. Du salon, mon oncle avait tout entendu. Il m'a passé un savon. « Si tu abordes encore une fois ce sujet qui semble t'obséder, tu ne remettras plus jamais les pieds chez nous. » Et il m'a interdit de prononcer le mot juif devant leurs amis et ses collègues. L'atelier de confection de mes grands-parents maternels était un monde vivant, joyeux et cosmopolite. Joseph, le presseur, était un juif polonais, comme mon grand-père. Maria était espagnole, Malou française. Une dizaine de personnes gravitaient entre l'atelier et le magasin. Mon grand-père travaillait à la grande table de coupe en bras de chemise et le col ouvert. À son cou, le maître ruban se tortillait comme un petit serpent jaune. Il riait et blaguait toute la journée avec son fort accent yiddish. Il ne coupait plus les tissus depuis que ses mains tremblaient, depuis le jour où il avait dû reprendre tant de fois les manches d'un costume qu'elles étaient devenues minuscules. Le soir au dîner, c'était moins gai. Mon grand-père lisait son journal à table devant la télévision allumée et ma grand-mère, en nous servant le repas, lui faisait des reproches auxquels il ne répondait pas. Après le dîner, mon grand-père aimait que ses petites filles lui grattent le dos aux endroits qu'il ne pouvait atteindre. Il adorait sentir nos petites mains et nous adorions lui faire plaisir. Sur l'avant-bras gauche, il portait des chiffres à l'encre bleue. Personne n'a jamais pensé à noter ce numéro matricule qui a disparu avec lui. Mon grand-père nous promettait chaque année une chèvre pour Noël ou un âne que nous n'avons jamais reçu. Il nous racontait des bobards. Par exemple, qu'il était entré dans le poste de télévision un jour de catch et qu'il avait gagné le combat. Il nous appelait gentiment Schmendrick, c'est-à-dire idiot ou maladroit en yiddish. Dans sa bouche, c'était un mot affectueux que finalement personne ne nous a jamais traduit. Ma grand-mère maternelle régnait au magasin. Elle aimait le contact des gens, savait faire des compliments et flatter ses clientes. Toute la journée, mon grand-père faisait l'aller-retour entre le magasin et l'atelier du 3e étage, les vêtements à retoucher sur le bras.
C'était l'univers de la femme forte. Des vendeuses de la Bimbeloterie, l'immense entrepôt-vente de lingerie de la rue des Audriettes, aux postières de la rue des Archives, toutes les femmes rondes du quartier semblaient s'habiller au magasin. Ce qu'on ne fabriquait pas à l'atelier, ma grand-mère l'achetait en gros. Des fourrures au marron glacé de Noël, elle avait tout en gros. Le gros alimentait les conversations, comme la complainte sur les kilos qu'il faudrait perdre et le régime sévère que mes grands-parents entameraient demain, après les banquets organisés par les sociétés et amicales juives qu'ils fréquentaient. Tata Charlotte. Ma grande-tante maternelle vendait des meubles et des objets de décoration rue des Archives, tout près de chez mes grands-parents. Son magasin s'appelait le Marais Galant et tout m'y paraissait riche et précieux. Tante Charlotte était une survivante, courageuse et intègre. Une Mensch, comme on dit en yiddish, qui cachait sa tendresse sous des dehors rudes. Quand je lui rendais visite, elle commandait le thé au café d'à côté et elle me racontait la famille. Dénoncée comme juive pendant la guerre, elle avait d'abord été emprisonnée en tant qu'épouse d'Arien au camp parisien d'Austerlitz, où les internés devaient trier les biens volés aux juifs à destination de l'Allemagne. Quand les Allemands recrutèrent des couturières pour le nouveau camp annexe de Bassano, elle prétendit avoir travaillé chez Lanvin et y fut envoyée. Quand les Allemands fermèrent Bassano, les internés furent transférés à Drancy. Elle devait partir pour Auschwitz, mais une grève des cheminots bloqua le convoi et la veille de leur départ, Drancy fut libérée. Après la guerre, tante Charlotte s'est retrouvée veuve. Elle a élevé seule ses 3 enfants. La bibliothèque de mon grand-père était composée essentiellement de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale et la déportation, et de quelques classiques comme Les Misérables sur lesquels il avait appris le français. De tous ces livres, ma mère n'avait pu lire que le journal d'Anne Frank, qu'elle m'avait fait lire à mon tour. Pour mon 13e anniversaire, elle m'a offert un grand cahier relié, un vrai livre, avec des feuilles à petits carreaux. Annette voulait que sa fille, Anne, écrive. Mais écrire quoi? Je n'avais aucun talent particulier pour l'écriture et je trouvais ma vie minuscule. Quand je me relisais, je pensais à la petite Anne de 13 ans, cachée dans la maison d'Amsterdam, assassinée à Bergen-Belsen, et je déchirais la page. Ce journal, je l'ai gardé. Le tiers des pages est arraché, les autres sont vierges. Confier mes pensées les plus secrètes à un cahier que n'importe qui pouvait ouvrir était inimaginable, et noter quelque chose de ma vie me semblait ridicule, car ma vie me semblait ridicule. J'avais une petite rivale qui avait écrit un livre extraordinaire, qui ne vieillirait jamais, et dont je portais le prénom. Ma grande rivale, elle, s'appelait Annette. La danse moderne. Pour soigner mes complexes, ma mère m'avait inscrite à un cours de danse à la Schola Cantorum, où ma sœur étudiait le piano. Un soir où elle était venue me chercher, elle lut ce seul commentaire: « Quand tu t'allonges en improvisant, mets-toi plutôt sur le dos, sinon tes fesses dépassent. »
dans le miroir de la salle de bain. Je m'enfermais dans la salle de bain, je grimpais sur l'abattant des toilettes et je regardais mes bourrelets dans le grand miroir à 3 faces au-dessus du lavabo. J'aurais voulu effacer ce corps, si laid qu'il offensait le monde entier. Ma mère parlait de mon manque à vivre. J'étais une espèce de peine à jouir. Quand elle me surprenait à lire en mangeant une pomme allongée sur mon lit, elle disait « Tu as vraiment tout pour faire une femme de harem ». Elle ajoutait « Avec tes goûts de luxe, il faudra que tu te trouves un mari riche ». Si, voilà. Peut-être qu'on pourrait revenir sur la manière dont la judéité habite ce livre. On l'a entendu, là, il y a quelque chose d'assez joyeux, d'assez léger et drôle, qui vient s'articuler comme ça au drame. Mais il y a d'abord cette légèreté, on a ri en écoutant et en voyant ces évocations, notamment de vos grands-parents. Est-ce qu'il y a cette joie dans vos souvenirs ? Il y a surtout beaucoup de complexité. Il y a surtout beaucoup de complexité et de joie du côté, effectivement, des grands-parents maternels qui avaient été très près d'ici, puisqu'on est on est à 2 pas de la rue des Audriettes. Et moi, je suis souvent passée devant l'hôtel Saint-Aignan à l'époque où il était encore en friche et avec ses murs fermés. Il y avait encore les plaques, je pense, en tout cas dans mon souvenir, elles y sont toujours. Donc c'était effectivement un monde très joyeux, l'atelier, et très généreux, très chaleureux pour des enfants. Ma sœur et moi, on a beaucoup joué, notamment dans les tissus, dans l'atelier, sous la table de coupe. J'en ai fait. Il y a d'autres dessins de l'atelier avec nous deux dans le premier livre, Sans boulevard du Montparnasse. Donc ce côté-là était joyeux. Du côté de ma grand-mère paternelle, c'était pas joyeux. C'était le silence et c'était, je le dis dans Sans boulevard du Montparnasse, ma grand-mère disait l'antisémitisme en Allemagne, c'est Hitler. Chez les Polonais, c'est toujours. Donc, elle avait une violence radicale, en fait, qui la faisait pas regarder en arrière du tout. Et donc, elle avait sa vie en France. Le judaïsme, pour elle, c'était assez fini, quoi. Le judaïsme, c'était le strudel. Et l'accent yiddish, et le fait qu'elle ne parlait pas, enfin qu'elle parlait français, mais qu'elle ne pouvait pas l'écrire. Elle le lisait, mais elle ne pouvait pas l'écrire. Donc il y a eu beaucoup du côté le monde juif était pour elle très compliqué. Pour ma tante, c'était aussi très compliqué, et pour mon père aussi. C'est-à-dire qu'il y avait, ce sont 2 enfants cachés. Ma mère l'était aussi, mais différemment, qui avaient découvert qu'ils étaient juifs à 9 ans pour l'un et 12 ans pour l'autre, et qui sont retrouvés donc avec une forme de stupeur et pas du tout d'héritage religieux. En fait, c'était des familles pas religieuses. Quand ma grand-mère aurait pratiqué la cache-route, elle avait l'habitude, chez ses grands-parents, chez ses parents, on le pratiquait, et puis mon grand-père lui a dit bon, eh ben, on met la machine à coudre sur la table de la cuisine et puis pas de deuxième service et voilà. Ils allaient de temps en temps à la synagogue, mais il n'y a pas eu du tout de transmission religieuse, de transmission de tradition, de rituel. Ça, il y en a jamais eu. Et il y avait un conflit qui était fort
du côté d'un père communiste, antisioniste, je le dis à un moment donné, qui ne voulait surtout pas, alors qu'il avait été caché 2 ans sans revoir ses parents, sans avoir de nouvelles d'eux, en grande banlieue, au Plessis-Bouchard, qui ne voulait surtout pas qu'on parle de lui comme un enfant juif caché. Ça, il me hurlait dessus, vraiment, si je posais la question. Mais enfin, tu as été quand même en danger. Non, j'ai pas changé de nom. Bon, Gorouben, ça fait pas juif. Donc, il n'a pas changé de nom. Il allait à l'école sans avoir changé son nom. Mais il avait quand même fallu qu'il se fasse passer pour protestant pour ne pas aller à l'église, où il aurait, à la messe, on aurait quand même vu qu'il ne savait pas grand-chose. Donc il y avait quand même plein de stratégies qu'il a connues. Il savait très bien qu'on lui avait demandé de ne pas dire qu'il était juif. Toutes ces choses-là qu'on lui avait imposées, ben ça c'est resté. Après, il ne fallait pas qu'il dise qu'il était juif. Et en même temps, il avait vraiment cette notion de l'être, quoi. Mais pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il y avait quand même un rejet et puis une forme de confusion totale. Qu'est-ce que c'était être juif? Bon, je sais que c'est de toute manière la question de fond que nous sommes beaucoup à nous poser. Mais qu'est-ce que c'est qu'être d'une seconde et troisième génération, à avoir une mémoire, mais pas travaillée, parce qu'une mémoire sans récit de la Shoah, des innombrables morts du côté des grands-parents en Pologne ou en Ukraine, sans savoir, et puis aussi en France, avec un grand-père qui est revenu de déportation, un parcours qui est impossible à retracer, sauf après, 20 ans après, avec beaucoup de lenteur pour récupérer des documents. Donc en fait, c'était joyeux du côté de la vie de mes grands-parents et de leur tendresse. C'était pas du tout joyeux dans la coupure. Nous n'étions pas comme ceux qui n'étaient pas juifs, mais nous n'étions pas non plus comme ceux qui étaient juifs, parce que nous étions seuls, hors communauté, et pourtant différents. Voilà, la première chose que je disais quand j'avais 10 ans, que j'arrivais à l'école et il y avait une nouvelle copine ou des gens, je disais « je suis juive ». Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je savais qu'au moins, si on me tournait le dos, ben, j'avais plus affaire à... Voilà. C'était moi ma stratégie et ma vérification de la relation que je pouvais ou non établir avec ces petites filles. Alors je ne sais pas comment c'est venu, mais c'était relativement précoce, quoi. Et alors moi j'ai trouvé que sur cette question de la seconde, troisième génération et d'un héritage qui est en même temps complètement opaque, mais qui est présent, y avait quelque chose de vraiment merveilleux dans le texte et dans le dessin qui l'accompagne sur le journal d'Anne Frank. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que ça nous ramène au journal quand même. Mm-hmm. On est parti de celui de Kafka. Et donc ce dialogue incroyable avec votre mère et ce sentiment, et puis pouvoir oser l'écrire d'une rivalité. Oui, c'était douloureux. J'avais une folle admiration que j'ai toujours pour la petite fille, la jeune adolescente qui avait une telle acuité dans la compréhension de sa famille, des liens entre les uns et les autres, aussi son propre devenir et ses désirs aussi. Enfin, moi, j'étais tellement impressionnée, je le suis toujours, mais et donc que ma mère, en plus c'était lourd, quoi. Elle me fait lire son exemplaire du journal. D'ailleurs, je me souviens très bien que dans ce journal, et je l'ai
toujours son exemplaire. Et il y avait un petit fragment de journal, journal papier, hein, qui venait de la presse, et qui était un petit fragment sur Oradour-sur-Glane. Je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est passé, mais il y avait un petit document qui était glissé là-dedans. Voilà, il y avait ce cadeau de ma mère, lis ça. C'était le seul livre qu'elle avait pu lire de la bibliothèque de mon grand-père. Et ensuite, cadeau, 13 ans, cadeau, journal, Anne. Donc c'était beaucoup, quoi. Et vraiment, non, mais j'ai vraiment essayé de remplir les pages, puis vraiment, je me dis, attends, c'est trop bête, quoi. Et j'enlevais, et je l'ai toujours ce carnet, effectivement, à mon atelier. C'était un trio aussi, Annette, Anne. Ma grand-mère maternelle s'appelait Suzanne aussi, donc il y avait une sorte de Anne qui flottait comme ça. C'est un peu ce que j'ai dessiné, en fait. Je crois qu'on a pas... Voilà, c'est ce dessin-là. À gauche, c'est Bimbert qui a un peu la tête coupée. Et Anne et moi dessous qui suis quand même vraiment j'essaye. Oui, elle est comme on dirait presque une scène de tribunal. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui... Alors, j'ai confié à Anne dans les loges avant que j'allais pas pouvoir assurer des questions sur la technique artistique parce que c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai quand même envie qu'on parle du trait, du dessin, pas de la technique, mais peut-être de la manière dont tout ce dont on parle prend forme, en fait. Et pourquoi le crayon seulement le crayon, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, notamment, je crois que dans mes années d'études aux Arts Déco, bon, j'ai étudié effectivement le dessin. Je suis arrivée après une année à l'Académie Julian, où on dessinait. Aux Arts Déco, on dessine plus. Donc, je grappillais tout ce que je pouvais trouver comme cours de dessin, faire du nu, etc. Et je suis arrivée chez Boris Stasitzky, qui était vraiment un grand personnage et qui nous rassemblait en effet autour du nu. Et Boris, c'est qui a dessiné à Buchenwald. Il a été résistant, très jeune. Il a été déporté à Buchenwald. Il en a ramené un extraordinaire corpus de 111 dessins. Enfin, il y en avait plus, mais les 111 dessins de Buchenwald ont été édités très tôt, après la guerre, en 1946, je crois, via une souscription et puis par... notamment l'aide d'Aragon, qui était un de ses grands amis. Et donc, quand j'ai découvert ces dessins, ça a été un grand choc. Et donc, j'ai dessiné beaucoup le nu à tous ces cours. Et pour moi, le crayon, le fait que Boris avait un crayon à la fin, il avait quelques aquarelles, je crois aussi, ou petites peintures, parce qu'il a fait quelques aquarelles à la fin du camp. Mais le fait d'avoir un bout de papier, un crayon, ça suffisait. Ça suffisait pour cet acte de résistance inouïe qu'il a accompli dans le camp. Et que d'autres, hein, je pense à Mosic ou à d'autres, et plus tard aussi ce qu'a fait Marion. Un crayon. Et du coup, pour moi, le crayon, ça a une dimension très, très forte. C'est effectivement une sorte d'outil quand on est dans le désespoir, quand on a encore un bout de quelque chose pour pouvoir noter. Et ça, c'est vraiment très, très important. Une chose aussi qu'on me pose, je vous le disais souvent, donc ce sont des petits formats, hein. Ils font 15 cm, 21 en hauteur, 15 cm de large. En fait, j'ai repris les mêmes carnets que ce que j'avais utilisé pour faire les dessins autour du journal de Kafka. Donc en fait, je prenais l'un et l'autre. Une fois, c'était Kafka, une fois, c'était cet ensemble de dessins. Et sur ces petits papiers,
en travaillant avec des crayons qui vont, enfin j'ai une brassée de crayons hein, qui vont du H, 2H parfois jusqu'au 8B, 9B, 12B, 14B, donc très très gras. On arrive à vraiment avoir une gamme très élargie, arriver jusqu'à certains noirs qui font souvent on me dit ah mais c'est du fusain parce que je pense qu'on a tous, et je l'avais aussi, une timidité avec le crayon qui fait que bon ben on va pas appuyer trop fort sinon on va casser la mine et on ne sait pas quand on n'est pas dessinateur qu'on peut trouver des crayons qui sont très très gras. On dit bon HB, bon B ça commence à vraiment salir quoi. 2B c'est trop noir mais en fait on peut aller très très loin avec le crayon. Et puis autre chose, pour parler de ces dessins, je dirais que ce sont vraiment des dessins les yeux fermés. Quand on travaille la mémoire, quand on laisse le souvenir revenir, en tout cas pour moi c'est comme ça, c'est quasiment fermer les yeux pour que l'image mentale se précise ou surgisse ou se précise ou... et ensuite, elle se dépose sur le papier. Moi, je travaille beaucoup avec donc, différents crayons. Je travaille aussi beaucoup avec la gomme mie-de-pain. La gomme mie-de-pain qui est une gomme justement spéciale pour le fusain parce que cette gomme qu'on malaxe, c'est une sorte de quoi enfin, au départ, c'est de la vraie mie-de-pain hein, qu'on utilise pour le fusain parce que c'est ce qui enlève le mieux la poudre de fusain. La mie-de-pain, la gomme mie-de-pain peut permettre de tirer vraiment le pigment et recréer de la lumière dans la feuille de papier. Parce qu'en fait, ce sont vraiment des dessins que je fais à tâtons, quoi. Je ne suis pas une virtuose. Il y a des gens des dessinateurs qui sont vraiment des virtuoses du trait ou qui posent leurs ombres, leurs lumières, comme ça. Moi, je cherche l'image intérieure. Donc en fait, je reviens, je cherche à retrouver de la lumière, à accentuer une ombre. Donc je les travaille des fois presque à mort, quoi. Si je ne trouve pas le papier, c'est vraiment parfois une vraie chance. Donc voilà pourquoi ces dessins ont cette allure-là. Des fois très dense, des fois presque esquissée. Oui, il y a cette recherche en fait qui se voit visuellement. On voit, comme je disais tout à l'heure, il y a ces trois surgissements un peu instantanés on a l'impression que les zones de clarté apparaissent presque au moment où on les regarde. Enfin, il y a quelque chose du coup d'un processus aussi qui n'est pas statique. Alors peut-être que ça vient de ce rapport au souvenir que vous cherchez et qui surgit comme ça progressivement en fait. Il y a une phrase de Rilke qui me revient à l'instant, je ne suis pas sûre de la citer vraiment bien. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle La Princesse Blanche, que j'avais vue donc, il y a très longtemps. Et quand j'ai fait mon premier catalogue, donc il y a aussi un certain temps, je l'avais ressortie, elle m'était revenue. C'est la princesse qui parle à sa sœur qui est plus jeune et qui lui dit « Car l'oubli est profond, afin qu'aillent profond ceux qui se souviennent ». Et cette phrase, vraiment, je trouve qu'il faut creuser profond. Il faut aller profond pour qu'il y ait un peu de lumière qui vienne. Et pour mon travail, c'est vraiment quelque chose comme ça. Essayer d'aller à la profondeur, pour citer quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que vous finissez par trouer le papier à force de... Peut-être on pourrait aussi parler du corps. J'ai trouvé que c'était un livre qui était aussi un livre sur le corps, enfin le corps dans sa transformation, là aussi, dans quelque chose qui n'est pas statique, mais qui se transforme. On l'a déjà entendu un peu. Il y a les dessins des silhouettes. Bon, il y a aussi, dans toute la dernière partie, la boulimie qui est très présente, les crises, le trop, cette histoire du trop. Comment est-ce que vous êtes approprié cette thématique-là par le dessin? J'ai l'impression que les corps existent beaucoup plus que les visages, par exemple.
Oui, oui. En fait, c'est curieux parce que ça s'est imposé. Et alors, quand j'étais en train de dessiner petit à petit, parce qu'il y a 153 dessins, je crois, et je me disais, mais c'est quand même fou, quoi. Je n'aurais pas pensé qu'à chaque dessin, il y aurait moi dessus. Ouais, c'était curieuse autoportrait. Et c'était un reproche, justement, dans la réparation que pouvait aussi m'apporter le dessin. Il y a eu, l'autoportrait a été très important. Et j'en parle donc je dessine aussi la façon de faire ces autoportraits entre celui de l'immédiate après mort accidentelle de mon grand-père, où je me dessine avec des pastels et je prends du bleu pour me peindre, tellement je suis mélancolique. Ça s'impose sans que je réfléchisse vraiment. Le fait de prendre le plus beau bleu de ma palette pour peindre ma peau. Et jusqu'au frénétique autoportrait que je faisais dans les miroirs après vraiment ce que j'appelle une journée d'errance, quoi, vraiment, et des crises de boulimie. En effet, il y avait quelque chose de réparateur, essayer aussi de ressaisir son corps, de le ressaisir en essayant de le circonscrire dans une feuille de papier. Et là, pourtant, le visage était important. Mais là, c'est quelque chose de très curieux parce que c'est par le souvenir que je regarde ma vie de haut, c'est-à-dire en tant que dessinatrice. Je dessine, donc je suis un peu tout dans l'histoire, le personnage, les personnages que je dessine, moi en train de dessiner. Et effectivement, les corps ont très grande importance. Des fois, il y a un corps dont la tête est coupée parce que c'est le geste qui est important. On va voir, il y a un des dessins qui est important. Des fois, c'est le geste. Des fois, c'est l'importance que prend ce corps qui est parfois grand. Moi, je me suis rendu compte que certains dessins qui auraient dû me représenter à 8 ans, on dirait que j'en ai 4. À 20 ans, on dirait que j'en ai 12. À 12 ans, on dirait que j'en ai 22. Enfin, c'est très, très bizarre de voir comment... et pourtant, c'est pas à corriger. Pour moi, c'était pas à corriger. C'était la vérité de ma perception de ce moment-là. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Ce qui était important, pour moi, c'est trouver une vérité interne, pas extérieure, pas de ressemblance. En fait, c'est ça qui est important. C'est la vérité intérieure, elle est impérieuse. Donc ces corps, oui, et la boulimie, oui, bien sûr. C'est une chose que j'ai voulu non pas représenter dans toute sa saleté, sa violence, sa brutalité, son enfermement, mais quand même avec un regard un peu, j'espère avec pudeur, mais quand même pour dire à quel point ça peut envahir la vie. Quand je dis que je l'appelais ma vie privée, mais c'était privé de vie, en effet. Comment il faut faire attention aux jeunes filles quand elles font des régimes, aux jeunes gens quand ils font des régimes, quand ils s'agressent, quand ils se font mal. Enfin, c'est précoce. Et même dans une famille de pédiatres, une famille qui est attentive a priori à certaines choses, mais on peut être complètement aveugle et condamner en fait un enfant à un enfer qui peut durer des décennies. Donc je voulais quand même que ça soit présent parce que ça l'a été et parce que c'est aussi la forme du corps, en fait, la boulimie, c'est le remplir pour le vider, le remplir pour expulser quelque chose qu'on n'arrive pas à expulser. Et curieusement, c'est aussi quelque chose qui maintient en vie, si on n'en meurt pas. Mais si ça maintient en vie, parce que ça peut permettre de faire ça peut permettre. C'est pas un but, mais je veux dire, en tout cas pour moi, c'est une façon de de donner une possibilité d'existence et de mettre ailleurs la souffrance par ce processus de remplir, vider. Et donc rendre toute cette violence,
la mettre à l'extérieur. Et c'est des choses en fait qu'on peut aussi dire par le dessin, en espérant que bon, ça sera compris comme vraiment faisant partie de ce tout qui constitue une personne. L'incendie. Ma mère m'a souvent raconté l'incendie qui a transformé sa vie l'été de ses 15 ans. Sa mère était en voyage et son père au café. Avant de rejoindre des amis, elle avait repassé sa robe dans l'atelier. Elle avait bien pris soin de vérifier qu'elle avait débranché le fer avant de partir. Mais le fil était resté dans la prise. Quand elle est rentrée, l'appartement et l'atelier flambaient. Les pompiers étaient arrivés trop tard. Les voisins l'ont traité d'assassin. Elle se sentait tellement coupable qu'elle a proposé d'abandonner le lycée et de travailler pour ses parents. Ils ont accepté. Les études, ce n'était pas si important pour une fille. Elle était jolie. Elle se marierait. En 1940, la famille s'est réfugiée en zone libre, d'abord à Blagnac, puis à Toulouse. En 1943, mes grands-parents ont réussi à faire partir leur fille pour la Suisse. Les scènes de séparation, d'exode, de fuite qui m'ont été 1000 fois racontées, souvent à ma demande, ont longtemps constitué mon seul bagage. Je me cachais derrière ces récits familiaux. J'essayais de justifier ma vie en racontant le film dont mes parents étaient les héros. Leur histoire avait pris une place démesurée. Ils étaient des victimes. Ma compassion pour eux était totale. Je ne m'identifiais pas à eux. Je disparaissais. À son retour de Suisse, ma mère était complètement perdue sur le quai de la gare. Elle n'a pas reconnu sa mère. Elle avait quitté une blonde et c'est à présent une rousse qui l'appelait ma fille. L'étrangère lui a demandé « Mais qui t'a habillée comme ça, est-ce que c'est moche ?» Elle avait quitté une famille qui l'avait accueillie, avait pris soin d'elle, pour revenir dans une famille détruite dont elle ne comprenait plus la langue. Elle n'avait pas su que son père avait été raflé à Toulouse en mai 1944, que sa mère avait tenté de le faire sortir du centre de rétention en lui faisant passer des vêtements, et qu'après avoir été repérée, elle avait dû se teindre les cheveux en roux. Les prisonniers savaient que les Allemands fusillaient des otages en cas d'évasion, aussi son père avait-il refusé de s'évader. Il était parti pour Auschwitz avec les autres dans le convoi numéro 76, l'avant-dernier train au départ de Drancy. Mon grand-père. J'ai souvent essayé de faire parler mon grand-père maternel. Je l'interrogeais sur sa vie. Il me racontait invariablement qu'il était venu à pied de Pologne à 14 ans, qu'il voulait partir à New York, rejoindre ses parents, qu'il travaillait en attendant d'obtenir son visa, qu'il avait rencontré une fille dont il était tombé amoureux, qu'il était resté à Paris. Et il s'arrêtait là. Je n'étais pas la seule à espérer de mon grand-père un récit complet. Toute la famille l'attendait. Lui-même le promettait, si bien que mes parents lui avaient un jour offert un magnétophone.
Après sa mort, en 1978, en écoutant les bandes utilisées, nous avons entendu des bribes de tiercé. Il avait enregistré à la télévision. 20 ans plus tard, après avoir effectué de longues recherches, j'appris qu'après avoir survécu quelques mois à Auschwitz, une première marche de la mort l'avait conduit à Dora en janvier 1945. En avril de la même année, il avait été libéré par la Croix-Rouge suédoise, près de Hambourg, où il était arrivé après une seconde marche de la mort. Leur appartement de la rue des Audriettes avait été pillé, mais ma grand-mère réussit à le récupérer. Ma mère dut réapprendre le français et, comme son père, se réadapter à la vie. Ils allaient ensemble au cinéma voir les films de Buster Keaton et de Chaplin. Mon grand-père mit très longtemps à revenir à la vie. Ma grand-mère dut décider de tout. « Fais comme tu veux, fais ce que tu veux », lui disait-il. Le quartier qu'ils habitaient avait été amputé. Toutes les familles étaient endeuillées, beaucoup avaient disparu. Ma mère allait au lycée de quartier où presque toutes les filles avaient les mêmes histoires, souvent plus tragiques, dont elles ne parlaient pas. Le cochon de lait. Le menu du grand dîner de Noël occupait ma mère des semaines à l'avance. Une année, elle avait préparé un cochon de lait. Je m'étais représenté le petit cochon rose, comme dans un film de Walt Disney. Mais ce qui est arrivé sur la table était horrible. C'était un corps calciné qui ressemblait à celui d'un bébé. Quand je questionnais mes parents sur le judaïsme ou l'histoire familiale, ils s'imaginaient que j'allais devenir croyante ou entrer dans une secte. J'ai interrogé mon père sur la philosophie juive. Ça n'existe pas. Je lui ai posé des questions sur mes arrière-grands-parents venus d'Odessa en 1904. Il ne savait rien sur eux. On descend tous du roi David. Ma mère s'est écriée « Arrête avec Odessa, tu te fais du mal, tu nous fais du mal ». Un jour, mon père a explosé. « Tu t'inventes des histoires? Qu'est-ce qui te prouve que tu es juive ?» Quand j'ai dû lui emprunter le livret de famille pour refaire ma carte d'identité volée, il a refusé immédiatement. « C'est pas ta famille. » Ma petite mariée. Les émigrés juifs de Pologne adhéraient à des sociétés amicales de leur ville d'origine qui organisaient notamment des tombolas destinées à financer les tombes communautaires. Mon grand-père jouait à ces tombolas et gagnait des chemises qu'il me donnait parce qu'elles étaient toujours trop étroites pour lui. Quand nous avons fêté mes 17 ans chez mes grands-parents maternels, je portais justement l'une de ces chemises blanches et brodées. Mon grand-père m'a tendu un très joli bouquet rond et m'a appelée avec tendresse « ma petite mariée ». Mon grand-père était gaulliste. Il avait appris beaucoup de choses sur les camps soviétiques pendant sa déportation. Il se disputait souvent avec son gendre. Mon père était antisioniste, mon grand-père adorait Israël, où il n'avait jamais mis les pieds. Le samovar qui trônait dans la salle à manger avait voyagé d'Odessa à Paris en 1904 dans les bagages de mes arrière-grands-parents. Il a toujours eu beaucoup de sens pour moi, celui de l'exil et de la transmission du judaïsme. J'avais dessiné mon visage qui se reflétait, déformé, sur ses flancs de cuivre jaune. Nous étions les seuls à porter notre patronyme. J'étais persuadée que nous serions les derniers. Je ne nous imaginais pas de descendance. Franz Kafka écrit dans son journal « Sans ascendance, mariage, descendance, avec un violent désir d'ascendance, mariage, descendance.
Tous, ascendance, mariage, descendance, me tendent la main. Mais trop loin pour moi. La chambre de bonne. La petite pièce biscornue du 7e étage était dotée d'un lavabo et d'un bidet, et meublée d'une armoire et d'un lit. J'ai passé des jours à décaper ses 8 mètres carrés au sol et à repeindre ses murs. J'y ai installé des étagères, ma table de travail, et j'ai décidé de commencer à l'habiter dans le courant du mois de septembre, avant mon entrée en seconde année aux Arts Déco. Le soir où j'avais prévu de passer ma première nuit dans la chambre de bonne, mon père a tendu la main après le dîner. « Rends-moi les clés. » J'avais quitté le toit de mes parents, je n'y reviendrai qu'en invité. Nul ne pouvait accéder à ma chambre à l'improviste et je m'y suis enfermée. 3 mois après avoir emménagé, je suis devenue boulimique et j'ai commencé à me faire vomir. J'ai repris rendez-vous chez un psychanalyste. Quand il m'a ouvert la porte la première fois, j'ai cru qu'il était le sosie de mon père. Pourtant, ils ne se ressemblaient pas, excepté le fait qu'ils portaient tous deux des lunettes. En séance, je restais muette la plupart du temps, comme dans le bureau de mon père. Et ce silence allait durer des années. Je survivais de séance en séance. Mais quel crime avez-vous donc commis ? Me demanda un jour le psy. La première nuit. La première nuit que j'ai passée avec un homme, son chat est resté allongé entre nous jusqu'au matin. À genoux devant moi, mon amant a demandé « Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu arrêtes de pleurer ?» Debout, dans une pièce de son appartement, je pleurais depuis 2 heures sous le regard de son chat. Si seulement j'avais su pourquoi. Il m'a dit une fois « Si tu oubliais le regard des autres, tu irais mieux. » Comment aurais-je pu oublier que le regard des autres était posé sur moi ? Nous roulions en voiture dans la nuit tunisienne. Ma mère riait en racontant à mon père son rêve de la nuit précédente. Elle voulait absolument inscrire ses 3 enfants dans une école pour enfants sourds. Et ce n'est que tardivement qu'elle s'apercevait que ses enfants ne l'étaient pas. Dans son rêve, elle plaidait pour moi. Elle disait qu'Anne allait se rattraper. « Voilà ce que ton rêve signifie », a répondu mon père. Tu penses que nous n'avons pas préparé Anne à affronter les difficultés de la vie. J'étais assise sur le siège arrière, mais ils ne m'ont pas jeté un regard. Ils m'avaient oubliée. Le cauchemar. Mon père marche sur un étroit chemin de crête. Je suis assise sur ses épaules. À gauche, l'océan noir et déchaîné menace de nous emporter. À droite, la mer est apaisée, étale, d'un bleu intense. La voix de mon père tombe du ciel. Nous n'avons pas préparé Anne à affronter les difficultés de la vie. Les rois mages.
J'étais vêtue de noir jusqu'aux mitaines, j'étais une écorchée. Marst de Fritz Zorn venait tout juste de paraître en français. Comme son auteur, je me sentais éduquée à mort. Pas dans la riche bourgeoisie de Zurich, mais dans la diaspora juive, pauvre et travailleuse, mue par un immense désir d'association sociale et culturelle, enfermée dans des dénis de survie qui meurtrissaient et étouffaient sa descendance. Kafka, Proust, Rilke et Bach ont été mes 4 rois mages. Ils m'ont apporté en cadeau la force de continuer à vivre. Du fond de ma solitude et de mon angoisse, j'ai compris, grâce à eux, que le désespoir n'était pas forcément sans issue, qu'à partir de la douleur de vivre, on pouvait continuer, construire, tâcher de faire de son drame personnel un travail et une œuvre. Merci beaucoup. Je crois que Anne, vous serez juste maintenant à la librairie et on a traversé avec vous ce clair-obscur, une palette et c'était magnifique. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Je veux juste vraiment beaucoup vous remercier, Muriel et Ricardo, d'avoir donné vie de façon pour moi extrêmement émouvante, bouleversante à ce texte. Et merci. Bravo. Merci.